J'ai 79 ans et je veux vous parler des 7 choses que j'ai encore et que je ne pensais pas importantes jusqu'à ce que je les vois disparaître de la vie des gens autour de moi. Je m'appelle Hélène et ce n'est pas un guide sur ce que vous devriez faire ou comment vivre votre vie. C'est simplement ce que j'ai observé, ce qui reste, ce qui part, et ce qui fait la différence entre les personnes qui semblent tenir le coup et celles qui s'effondrent. Si vous avez plus de 65 ans, vous reconnaîtrez peut-être certaines de ces choses, ou peut-être pas. Dans tous les cas, je réfléchis à voix haute. La première chose, un toit qui m'appartient, pas nécessairement une grande propriété, pas nécessairement en parfait état, juste un endroit où mon nom est sur un document officiel, où je n'ai pas à demander la permission pour repeindre un mur ou à m'inquiéter qu'on me dise de partir. Je vis dans un petit appartement au 3e étage. Pas d'ascenseur, plafond qui fuit parfois, chauffage capricieux en hiver. Mais il est à moi. J'ai l'acte de propriété dans un tiroir de ma commode, et cela compte plus maintenant que je ne l'aurais jamais imaginé. Après la mort de Michel, mon fils a suggéré que je vende, que je prenne quelque chose au rez-de-chaussée, quelque chose de plus facile. Mais je n'ai pas pu le faire, parce que cet appartement, vieux et imparfait comme il est, c'est le seul espace qui soit vraiment le mien. J'ai une connaissance, Madame Bertrand. Elle a loué pendant 45 ans, toujours à temps dans ses paiements, toujours respectueuse. Mais les propriétaires changeaient, les loyers augmentaient. À 73 ans, elle a dû déménager parce que le nouveau propriétaire voulait rénover et doubler le loyer. Elle a cherché pendant des mois. Personne ne voulait louer à une femme de son âge. La dernière fois que je l'ai vue, elle vivait dans un studio à 40 kilomètres de tout ce qu'elle connaissait. Elle avait ce regard vide. « Je n'ai plus de racines », m'a-t-elle dit. « Je ne sais même plus où est chez moi. » Ce n'est pas rare. Je connais 3 personnes qui ont dû emménager chez leurs enfants adultes parce qu'elles ne pouvaient plus se permettre le loyer. Et leurs enfants sont gentils, bien sûr. Mais il y a une énorme différence entre être invité et avoir sa propre clé, sa propre porte à fermer. Avoir un endroit à soi, n'importe quel endroit, ça compte. Pas parce que c'est impressionnant, mais parce que c'est stable. Un petit studio, une chambre dans une coopérative de seniors, peu importe. Si vous savez où vous dormirez dans 6 mois sans dépendre de la bonne volonté de quelqu'un d'autre, vous avez quelque chose de solide. Et si vous n'avez pas ça maintenant, je ne dis pas que vous avez échoué, je dis juste que c'est dur. Et je vois combien c'est dur. La deuxième chose, des yeux qui voient encore. Je ne parle pas de vision parfaite. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je porte des lunettes pour lire. J'ai du mal avec les petits caractères. Les lumières vives me fatiguent. Mais je peux encore voir. Je peux encore lire mon journal le matin. Je peux encore regarder par ma fenêtre et voir les nuages bouger. Je peux encore reconnaître les visages dans la rue. Et c'est énorme. J'avais un voisin, Monsieur Leclerc, diabète non contrôlé pendant des années. Puis sa vision a commencé à se détériorer. D'abord un peu floue, puis de pire en pire. À 68 ans, il était presque aveugle. Il me racontait combien il avait sous-estimé la lecture. Pas seulement les livres, disait-il, les étiquettes sur les boîtes de conserve, les numéros de téléphone, les visages de mes petits-enfants, tout ça m'est enlevé. Il a appris le braille, s'est adapté du mieux qu'il pouvait, mais il m'a dit un jour, « Le monde est devenu si petit, je suis enfermé dans l'obscurité. Quand vos yeux vous lâchent, vous perdez plus que la vue, vous perdez l'indépendance. Vous ne pouvez plus lire vos propres factures, cuisiner en toute sécurité, vous déplacer dans des endroits inconnus. Vous devenez dépendante des autres pour les choses les plus simples. Je ne tiens rien pour acquis maintenant. Chaque matin, quand j'ouvre les yeux et que je vois la lumière du jour entrer par ma fenêtre, je suis reconnaissante. Parce que tant que je peux voir, je garde une partie de mon monde intact. Si vous pouvez encore lire ces mots, vous avez quelque chose de précieux. La troisième chose,
une personne qui comprend vraiment, pas un cercle social énorme, pas une liste d'amis Facebook, juste une personne avec qui vous pouvez avoir une vraie conversation qui ne fait pas semblant d'écouter en attendant son tour pour parler. J'ai mon voisin Karim. Il vit à l'étage en dessous. On se voit plusieurs fois par semaine maintenant. On prend le thé ensemble le mercredi après-midi. On ne parle pas nécessairement de choses profondes. Parfois, c'est juste le temps qu'il fait, un article qu'il a lu, un problème avec la plomberie de l'immeuble. Mais quand je rentre chez moi, je me sens connectée au monde, moins seule. Voilà ce que j'ai remarqué en vieillissant. Les gens disparaissent. Certains déménagent dans d'autres régions pour être près de leurs petits-enfants. Certains tombent malades et ne peuvent plus sortir. Certains meurent. Certains s'éloignent simplement sans raison claire. Avant que vous ne vous en rendiez compte, votre carnet d'adresses est plein de noms rayés. Je connais une femme, Agnès, qui vit seule dans mon immeuble. Elle m'a dit qu'elle passe parfois 3 ou 4 jours sans prononcer un seul mot à voix haute. Personne à qui parler, personne qui appelle, juste le silence et la télévision. Le pire, m'a-t-elle confié, ce n'est pas d'être seule, c'est de réaliser que personne ne remarquerait si je disparaissais pendant une semaine. Ce n'est pas toujours la faute des gens, les familles sont occupées, les amis ont leurs propres problèmes. La solitude arrive parfois, c'est tout. Mais si vous avez une personne, juste une, que vous pouvez appeler un mardi soir, juste pour entendre une voix familière, vous avez quelque chose de rare. Quelqu'un qui sait que vous existez encore, qui se soucie assez pour demander comment vous allez. Si vous avez ça, tenez-vous-y fermement. C'est plus précieux que vous ne le pensez. La 4e chose, des enfants qui appellent par envie, pas par devoir. Pas des enfants qui vous contactent une fois par mois parce qu'ils se sentent coupables. Pas des enfants qui n'appellent que quand ils ont besoin de quelque chose. Des enfants qui semblent authentiquement contents d'entendre votre voix. J'ai un fils, Thomas. Il appelle environ une fois par semaine. Souvent c'est rapide. Comment je vais, si j'ai besoin de quelque chose, les nouvelles des garçons. Mais parfois, on parle vraiment. Il me raconte ses défis au travail, ses inquiétudes pour ses fils, me demande mon avis. Sa femme Isabelle m'envoie des photos des enfants par message. Elle passe parfois à l'improviste pour prendre un café. Ce ne sont pas de grandes choses, mais elles comptent. Ça compte plus que je ne peux l'exprimer. Je connais des gens dont les enfants n'appellent jamais, ou seulement quand ils ont besoin d'argent pour une urgence, ou juste pour annoncer des nouvelles, jamais pour avoir une conversation. Et je vois la douleur dans leurs yeux quand ils en parlent, ce désir silencieux que les choses soient différentes. Je ne sais pas pourquoi certaines relations parent-enfant restent chaleureuses et d'autres deviennent froides. C'est compliqué. Un mélange de comment vous les avez élevés, de qui ils sont devenus, de blessures non résolues, de malentendus accumulés. Mais si vos enfants veulent encore vous dans leur vie, pas par obligation mais par choix, vous avez réussi quelque chose d'important, même si vous ne savez pas exactement quoi. Et si ce n'est pas votre cas, je ne juge pas. Les familles sont complexes. Parfois les choses ne se passent pas comme on l'espérait. Mais si vous avez cette connexion, c'est quelque chose à chérir. La 5e chose, assez d'argent pour respirer, pas la richesse, pas les vacances luxueuses ou les restaurants chics, juste assez pour ne pas paniquer quand une facture arrive. Je ne suis pas riche. Je vis avec ma retraite d'enseignante et une petite pension de la sécurité sociale. Ça fait environ 1200 € par mois. Ce n'est pas énorme, mais ça couvre mon loyer, ma nourriture, mes médicaments, mes factures. Il me reste même un peu pour un livre de temps en temps, ou un café avec Karim quand on sort. C'est suffisant. Je connais des gens qui ne sont pas dans cette situation. Des gens qui ont travaillé toute leur vie et se retrouvent quand même à compter chaque centime, qui doivent choisir entre payer le chauffage ou acheter leurs médicaments, qui dépendent de l'aide de leurs enfants pour survivre et détestent devoir demander. Ce n'est pas juste.
Et ce n'est pas toujours parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Parfois les pensions ne suivent pas l'inflation. Parfois les gens tombent malades et les frais médicaux dévorent leurs économies. Parfois la vie se passe simplement mal. Mais si vous avez assez, pas plus, juste assez, pour couvrir vos besoins essentiels sans supplier, vous avez une forme de dignité. Quand j'ai pris ma retraite, j'étais terrifiée. J'ai passé des mois à calculer et recalculer mon budget, à m'inquiéter de manquer d'argent. Il s'avère que j'en ai assez. À peine, mais assez. Et ça change tout, parce que je ne suis pas dépendante. Je ne suis pas un fardeau. Je peux payer mon chemin. Si vous êtes dans cette position, remarquez-le, parce que c'est un cadeau que beaucoup n'ont pas. La 6e chose, se coucher sans rage. Je ne parle pas de ne jamais être contrarié. Je parle de ne plus aller au lit chaque soir en rejouant mentalement de vieilles disputes, en gardant vivante une colère contre des gens d'il y a 20 ans. Pendant longtemps, j'ai porté du ressentiment. Contre Michel pour des choses qu'il avait dites ou faites pendant notre mariage. Contre ma mère qui ne m'avait jamais vraiment comprise. Contre moi-même pour des choix que j'avais faits et que je ne pouvais pas défaire. C'était épuisant, comme porter un sac de pierre qui ne devient jamais plus léger. Puis quelque chose a changé. Je ne me souviens pas du moment exact. Peut-être que j'ai juste eu assez. Pas parce que j'ai pardonné à tout le monde ou parce que tout a été résolu. J'ai juste eu assez de porter ce poids. J'ai commencé à lâcher prise, pas d'un coup, progressivement, une rancune à la fois, et j'ai commencé à mieux dormir. Je ne sais pas si c'est de la sagesse ou juste de la fatigue, mais dans tous les cas, ça a aidé. Si vous portez encore de vieilles colères, si vous rejouez encore des disputes d'il y a des décennies, je ne vais pas vous dire pardonnez simplement, parce que ce n'est pas si simple, mais je vais vous dire que ça devient lourd avec le temps, et à un certain moment, vous pourriez décider que ça ne vaut plus la peine de le porter, que vous méritez mieux que de passer vos dernières années empoisonnées par le passé. La 7e chose, une raison de se lever. Pas quelque chose de grandiose, juste quelque chose qui vous donne envie de sortir du lit le matin. Pour moi, ce sont 3 choses maintenant. D'abord, mon balcon. J'ai des plantes là-bas, des géraniums, du basilic, quelques tomates cerises en été. Tous les matins, je sors avec mon café et je vérifie comment elles vont. J'arrose, j'enlève les feuilles mortes, je parle aux plantes. Oui, je leur parle. Et alors? Deuxièmement, mes mardis avec Karim. On a notre routine maintenant. Je dépose ses enveloppes au bureau de poste, il passe me voir après pour prendre un thé. On discute de politique, de livres, de la vie. C'est devenu quelque chose que j'attends avec impatience. Troisièmement, les enfants de Leïla. Leïla est la fille de Karim. Quand elle vient le voir le week-end, les enfants montent souvent chez moi. Je leur apprends des jeux de cartes. Je leur raconte des histoires de quand j'étais enseignante. Ils me montrent leurs dessins. C'est devenu notre petite tradition. Ce sont de petites choses, mais elles sont à moi. Et elles me donnent des raisons de me lever. Je sais que ça peut sembler insignifiant. Mais quand vous avez mon âge, que vous vivez seul, qu'il n'y a pas de travail où aller, pas d'enfants qui dépendent de vous quotidiennement, vous avez besoin de quelque chose. Certaines personnes ont leur routine au café du coin. Certaines ont des passe-temps. Certaines surveillent leurs voisins. Peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est que ça soit là. Parce que les gens que je connais qui ont abandonné, qui n'ont rien à attendre avec impatience, ils déclinent rapidement, pas d'une maladie, juste d'un manque de raison. Ils se réveillent en pensant « pourquoi s'embêter ?» et un jour, ils arrêtent de s'embêter. Je n'en suis pas encore là. J'ai encore mes plantes qui ont besoin d'eau. J'ai encore Karim qui compte sur moi les mardis. J'ai encore les enfants de Leïla qui viennent jouer. J'ai encore des petites choses qui me font penser qu'aujourd'hui a de l'importance. Et tant que j'ai ça, je vais bien. Ce que tout cela signifie, voilà les 7 choses. Un toit à moi, des yeux qui voient, quelqu'un qui écoute vraiment, des enfants qui choisissent de rester proches, assez d'argent pour vivre dignement,
la paix intérieure pour dormir tranquille, et quelque chose qui donne un sens à mes journées. Je ne les ai pas toutes parfaitement. Mes yeux se fatiguent vite. Mon argent est juste suffisant. Certains jours, je suis plus seule que je ne voudrais l'admettre. Mais j'en ai assez pour encore être là, encore tenir le coup, encore me sentir vivante. Et si vous en avez aussi quelques-unes, même pas toutes, vous vous en sortez mieux que vous ne le pensez. Je suis reconnaissante pour ce qui reste, pour l'appartement qui porte mon nom, pour les yeux qui me permettent encore de lire, pour Karim et nos mercredis autour du thé, pour mes géraniums qui fleurissent sur le balcon, pour le courrier du mardi au bureau de poste, pour les enfants de Leïla qui viennent jouer aux cartes. Je suis reconnaissante d'être arrivée jusqu'ici, d'être encore capable de remarquer ce qui compte vraiment. Si vous lisez ceci et que vous vous demandez où vous en êtes, regardez autour de vous, comptez ce qui reste, pas ce qui est parti, parce que ce qui reste, c'est ce qui vous garde debout. Merci de m'avoir écouté. Merci de laisser une vieille femme compter ses bénédictions à voix haute. Si vous voulez qu'on parle encore, je serai là, toujours en train de remarquer, toujours reconnaissante. Prenez soin de vous, quelle que soit la forme que ça prend pour vous. À bientôt.